Sous l'épaisse canopée d'une forêt tropicale préhistorique, un prédateur silencieux s'insinue dans les eaux troubles de la rivière. Voici le Titanoboa. Sa taille est proprement monstrueuse, plus de 12 mètres de long, soit l'équivalent d'un car scolaire, et un poids comparable à celui d'une petite voiture. Il s'impose comme le plus grand serpent que la Terre ait jamais porté. Nous sommes il y a environ 60 millions d'années. À peine 6 millions d'années se sont écoulées depuis que les dinosaures ont été balayés par un astéroïde. Lentement, la nature renaît. C'est l'époque du Paléocène. Le domaine du Titanoboa est aussi luxuriant que suffocant. L'air y est saturé d'humidité, tel celui d'un hammam, et les cours d'eau abondent de poissons, un terrain idéal pour ce prédateur. Avec la disparition des dinosaures, le Titanoboa s'impose comme le maître de la chasse. Son corps est conçu pour allier puissance brute et furtivité. Sa colonne vertébrale, à la fois souple et robuste, soutient son impressionnante carrure sans compromettre sa discrétion. Dans l'eau, le Titanoboa se déplace comme une ombre, presque imperceptible. Il ne pourchasse pas sa proie, nul besoin. Tapi sous la surface obscure de la rivière, le Titanoboa attend. Un groupe d'anciens poisons pulmonés s'aventure un peu trop près. En un clin d'œil, il surgit, rabattant violemment ses mâchoires. Le poisson est condamné. L'étreinte du serpent ne laisse aucune issue. Dès que la proie cesse de se débattre, il l'avale tout rond. Durant des millions d'années, ce serpent a dominé les forêts tropicales sans partage. Aucun adversaire ne pouvait rivaliser, ni les crocodiles préhistoriques, ni les petits mammifères, ni les oiseaux. Pourtant, le Titanoboa n'était pas le seul prédateur au sommet de la chaîne. Aux côtés du Titanoboa existait une vaste lignée de serpents, les Matsoidae, un immense arbre évolutif regroupant de nombreux génomes et espèces. Leur histoire s'étend sur près de 100 millions d'années, jusqu'à l'époque du Crétacé. Leurs fossiles ont été découverts aux quatre coins de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Australie. Cela s'explique par le fait qu'ils ont évolué sur le continent Gondwana, une seule et immense masse terrestre, au cœur de laquelle ils prospéraient. À cette époque, cette famille cohabitait avec l'ensemble des dinosaures. Ces derniers dominaient alors la planète, reléguant les serpents à un rôle secondaire. Ils vivaient dans leur ombre, contraints de s'adapter pour survivre. Certains se nourrissaient de petits mammifères, d'autres attendaient patiemment l'éclosion des œufs de dinosaures. Les plus téméraires osaient même s'en prendre aux jeunes dinosaures. Les fossiles d'une espèce ont révélé, dans son estomac, les restes d'un jeune titanosaure, ce géant au long cou. Lorsque l'ère des dinosaures prit fin dans un cataclysme incandescent, le moment était venu pour ces serpents de s'épanouir. Après l'impact de l'astéroïde, la Terre entra dans une ère nouvelle, marquée par la chaleur et l'humidité. Plus le climat se réchauffait, plus les reptiles à sang froid trouvaient ces conditions favorables à leur expansion. Les serpents, y compris le Titanoboa, atteignirent des tailles sans précédent. Il en allait de même pour les membres de la lignée Matsoidae. Partout, les serpents s'étendirent à travers les continents, gagnant en taille et en dangerosité au fil des siècles. Avec le temps, le Titanoboa cessa d'être l'unique souverain des jungles. Avançons jusqu'à 47 millions d'années avant notre ère. Nous sommes désormais au milieu de l'Éocène, dans les basses terres tropicales de l'actuelle Inde occidentale. Un paysage luxuriant, marécageux, entre rivières et étangs. La terre, alors plus chaude, abritait des tortues et des créatures similaires aux crocodiles, se réchauffant au soleil. C'est dans ce contexte qu'émergea le plus grand et le plus redoutable de ces prédateurs, Vasuki indicus. Son nom impose le respect. Vasuki, roi des serpents dans la mythologie hindoue, ce reptile gigantesque enroulé autour du cou du dieu Shiva, symbole de force et de loyauté. Quant à la mention Indicus, elle renvoie à la découverte de ses fossiles en Inde. Vasuki surpassa Titanoboa, atteignant la taille vertigineuse de 15 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Il pesait autant qu'un petit éléphant. Contrairement au Titanoboa, adepte de la chasse en milieu aquatique, Vasuki privilégiait la terre ferme, bien qu'il puisse toujours plonger dans l'eau si besoin. Il rôdait sur les sols marécageux avec une lenteur méthodique, se confondant avec l'épaisse végétation. Il s'attaquait aussi à des crocodiles, des tortues gigantesques et même aux premières baleines. Nul n'était de taille face à lui. Sa musculature prodigieuse lui permettait de broyer avec une force inouïe. Mais le plus terrifiant restait sa mâchoire. Contrairement au Titanoboa ou au python actuel,
Vasuki ne pouvait engloutir de grandes proies d'un seul tenant. Il les dévorait vivantes, à l'aide de ses dents, brutalement, avec une rapidité terrifiante. Un prédateur suprême de son époque. Et rappelons-nous qu'il ne s'agissait pas d'un unique Titanoboa ni d'un seul Vasuki. Ces serpents formaient une population entière. Durant le Paléocène, les rivières étaient peuplées de nombreux Titanoboa. Certains, jeunes et plus petits, luttaient pour leur survie, tandis que les plus anciens et imposants régnaient sur les cours d'eau. Il en allait de même pour les générations successives de Vasuki indicus, qui s'en disputèrent la suprématie pendant des millénaires. Avec le temps, d'autres membres de la famille des Matsoidae trouvèrent chacun un territoire à dominer. Ainsi, aux côtés de Vasuki, un autre géant nommé Gigantophis garstini prospérait dans l'actuelle Égypte, au nord de l'Afrique. À l'époque, cette région n'était qu'eau et marécages. Avant la découverte d'autres serpents géants, Gigantophis était considéré comme le plus grand de tous, atteignant près de 11 mètres de long, soit davantage que les plus puissants serpents actuels, comme l'anaconda vert. Mais bientôt, nous entrons dans l'ère du Pléistocène, entre 2,5 millions d'années et à peine 11 000 ans avant notre ère. Les humains modernes commençaient à évoluer aux quatre coins du globe, et les serpents se retrouvèrent y confrontés à une nouvelle menace, bien plus redoutable que les dinosaures. Tandis que notre espèce développait son cerveau, l'Australie voyait régner ses propres souverains ophidiens, Wonambi et Yurlungur. Leurs noms proviennent eux aussi de légendes ancestrales. Ainsi les peuples aborigènes désignaient-ils le serpent arc-en-ciel mythologique, créateur du monde. Cela ressemble à l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Le serpent a-t-il été nommé d'après une divinité, ou bien les aborigènes ont-ils forgé leur divinité à partir de ce redoutable reptile? Les anciens habitants de l'Australie ont partagé leur territoire avec ces prédateurs durant des millénaires. Ils mettèrent leurs enfants en garde en leur transmettant le récit de ces serpents redoutés. Dans leur tradition orale, le grand serpent arc-en-ciel modelait le relief, dessinait les rivières et façonnait les éléments du monde. Ces récits trouvent sans doute leur origine dans la puissance de ces serpents. Ils ignoraient toutefois que ces bêtes n'étaient pas aussi titanesques que Vasuki ou Titanoboa. Ils demeurèrent cependant dangereux. Yurlungur pouvait atteindre 8 mètres de long. Ils affectionnaient les zones les plus verdoyantes et humides de l'Australie du Miocène, notamment les cours d'eau bordés de végétation, riches en proies potentielles. Yurlungur possédait un corps massif, aussi épais qu'une cuisse humaine. Il traquait ses proies dans la région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest du Queensland. C'est dans les couches calcaires de Rivers Lake que l'on a mis au jour ces fossiles. La découverte était remarquable, le crâne était presque intact, dents comprises. Un fait exceptionnel, sachant que les crânes de serpents sont très fragiles et survivent à la fossilisation. Comme ses ancêtres, Yurlungur ne dépendait pas du venin. Il tuait par constriction, alliant rapidité et puissance. Ces reptiles, du moins, n'étaient pas non plus aussi brutaux. Leur étreinte suffisait à provoquer un arrêt cardiaque quasi instantané, abrégeant ainsi les souffrances de leur proie. Ils n'étaient pas plus capables d'avaler leurs victimes d'un seul coup, et ne possédaient pas non plus les dents acérées de Vasuki ou du Titanoboa. Ainsi, Yurlungur, tout comme Wonambi, devaient consommer lentement leur proie, à l'image des pythons actuels. Wonambi, pour sa part, mesurait près de 6 mètres de long. Doté d'un crâne plus étroit, il ne pouvait s'en prendre qu'à des marsupiaux, reptiles ou autres créatures imprudentes. Son domaine était le point d'eau, où il demeurait enroulé, immobile, parfaitement dissimulé dans la poussière. Lorsque les kangourous ou les wallabies s'approchaient prudemment pour boire, ils ne percevaient la menace que bien trop tard. Les serpents du genre Wonambi ont persisté en Australie durant des millions d'années. Même lorsque le climat et les écosystèmes se sont transformés, ces reptiles n'en ont guère été affectés. Ils se sont même épanouis dans les zones plus fraîches et arides du continent. Mais même les géants finissent par décliner. Le temps a poursuivi son œuvre. La planète s'est refroidie davantage, et la nature s'est métamorphosée. Wonambi a survécu jusqu'à environ 50 000 ans, et aurait pu durer davantage, si les humains n'étaient pas intervenus. Ce sont justement les aborigènes d'Australie, autrefois terrifiés par Wonambi, qui ont fini par signer l'arrêt de mort du reptile. Après tant d'années passées au sommet de la chaîne alimentaire, il aura suffi que de petits primates le pourchassent jusqu'à l'extinction. Ainsi va l'évolution. Tous les grands serpents ont fini par disparaître, ne laissant que leurs fossiles, et des récits tels que celui-ci.